me souviens d'un conte japonais où une vieille, très vieille femme, ne voulant plus être une charge pour sa famille, montée par un sentier escarpé, le mont Fuji, allait au plus haut qu'elle le pouvait, et là, la nuit venue, s'assied dans la neige et attendait en souriant que le froid l'enlace et que la mort l'emporte, heureuse de laisser à ses enfants le repas qu'elle aurait pu prendre ce soir-là. Que les temps ont changé. Aujourd'hui, demain, maintenant, les vieux, ceux de Brel, ceux qui ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, ces vieux-là ne l'entendent plus de cette oreille, non. Comme le Chronos de la mythologie qui dévora ses enfants de peur que ses enfants ne le tuent, ils veulent vivre et c'est peut-être cela le plus grand événement que la Covid-19 ait mis en lumière. Nous sommes entrés dans la dictature de la vie à tout prix, quel qu'en soit le prix, a dit le président Macron. Il y a encore quelques années, nous étions prêts à laisser la place à nos gosses, sans y penser d'ailleurs car cela nous était naturel. Aujourd'hui, non. Ce sont les plus anciens qu'on soigne d'abord, les plus anciens qui seront vaccinés en premier. C'est la loi, tout le pays, que dis-je, le monde. Le monde entier s'est arrêté à cause d'eux. De nous, oui, je ne m'exclus pas du panel, et ils n'en ont cure alors qu'ils vont laisser à leurs enfants une économie amputée, en héritage un gouffre financier, l'angoisse, l'insécurité, une planète en souffrance écologique. Mais ils vivront, les vieux. Oh, je sais bien que tout le monde est mortel, mais je ne suis pas tout le monde, disait mon grand-père, qui est parti un jour, malgré son optimisme, car la pilule d'immortalité n'existait pas encore, même si les vieux, nous, l'attendons impatiemment. Ce soir, dans Alice en interdit, pour parler du sens de la vie, de l'inversion des valeurs, après le Covid, je reçois Alexandra Léniel-Lavassin. Elle vit entre Paris et Jérusalem, elle est philosophe, historienne des idées. Son dernier essai, La déraison sanitaire, le culte de la vie par-dessus tout. Je reçois de Nîmes en duplex William Clapier, essayiste, conférencier, théologien. Il vient d'écrire L'effondrement ou révolution, l'état d'urgence spirituelle pour un monde durable et désirable. De Lyon, Nicolas Franck, psychiatre. Il travaille sur la schizophrénie de la réhabilitation psychosociale. Enfin, de Toulouse, Robert Redeker, professeur, et c'est avec lui que je vais commencer. Il est agrégé de philo, il vient de publier L'éclipse de la mort. Tout est dit. Venez, ils nous attendent. Alexandra, comment allez-vous? Très bien. Robert va nous rejoindre, je pense qu'il est sur son ordinateur chez lui. Alexandra, pourquoi cette peur de la mort soudain? Écoutez, c'est pas soudain. Je pense que nous vivons dans des sociétés qui ont tendance, comme le dirait Robert, à occulter la mort et à célébrer la jeunesse perpétuelle. Donc le problème ne me paraît pas tout à fait nouveau, mais ce qui me frappe, au-delà même de la mort, c'est que tout se passe comme si les Européens du XXIe siècle, au fond, étaient partis du principe, ou de cette idée folle, que pour en finir avec les tragédies du XXe siècle, eh bien, il suffirait d'en finir avec le tragique lui-même, c'est-à-dire trois choses, la finitude et la mort, mais aussi la fatalité et l'imprévu. De ce point de vue-là, le Covid, c'est un peu comme l'ennemi islamiste qui nous tombe dessus, qui nous déclare la guerre. On le sait, mais on ne veut pas le savoir parce qu'on veut avoir la paix. Et puis aussi, le refus de trancher, de trancher dans le vif, dans des situations extrêmement difficiles. Donc, ce refus du tragique me paraît très frappant dans cette histoire et à l'origine aussi de notre débâcle face au virus. Puisque quand même, jamais l'humanité n'avait été aussi armée médicalement face à une épidémie et jamais elle ne se sera montrée aussi désarmée moralement. C'est vrai. On peut se demander pourquoi. Alors Robert, justement, pourquoi est-ce qu'on est... Robert, vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi est-ce que nous sommes... Est-ce qu'on a fait les bons choix, selon vous, dans ces confinements successifs? Et ensuite, est-ce qu'on est réellement désarmé face à cette maladie, à l'angoisse de la mort qui arrive? On est en grand désarroi devant la mort, mais d'une manière tout à fait différente de ce qui a existé jusqu'ici. Ce qui est arrivé, en effet, c'est que l'on a évacué la mort de la vie quotidienne, de la vie de la cité, et l'on est arrivé à
l'impression d'une mort sans visage. Voilà. Il faut remarquer qu'aujourd'hui, les personnes qui meurent du Covid, c'est quelque chose de très abstrait. On ne les voit pas. C'est comme ça un pur concept. Est-ce qu'on est bien d'accord, Robert, est-ce qu'on est bien d'accord pour dire que ce sont surtout les plus anciens d'entre nous qui meurent à cause du Covid? Oui, alors donc on reste dans la mort sans visage. Ce sont les plus anciens qui meurent à cause du Covid, mais au nom de la vie, d'une idée très abstraite et vide de la vie, on sacrifie la vie en général. On sacrifie la vie de la jeunesse, la vie économique, on sacrifie tous les plaisirs de l'existence et finalement, pour sauver la vie, on nous propose une vie tout à fait cloîtrée, en mettant les personnes âgées de côté dans les EHPAD ou en les empêchant de voir leurs enfants, mais également en confinant tout le reste de la population. Et cela, ça me paraît une réaction à la fois nouvelle et disproportionnée. Nouvelle devant l'épidémie. Alors pourquoi aussi nouvelle? Pourquoi une pareille panique? C'est pas seulement une panique d'ailleurs, c'est aussi, je crois, quelque chose qui se met en place, une nouvelle organisation du politique qui va gouverner par la peur et par la dépression. Mais alors donc, pourquoi cette panique? Eh bien parce que nous avons perdu l'habitude de la mort. Donc on a une double crise. Ah oui, ça on a une crise de la vie. Oui. Et une crise de la vie et une crise de la mort. Notre vie, on sait pourtant qu'elle a un début et qu'elle a une fin. Il y a le mystère de la mort qui habite toutes nos sociétés depuis qu'elles existent, qui sont les cultes que nous pratiquons, qui essaient de nous rassurer, ou la philosophie qui essaie de nous rassurer. Mais qu'est-ce que la vie? Alors la vie, c'est quoi aujourd'hui? Oui, justement, je crois que c'est-à-dire le revers de ce refus très étrange de la mort, au point qu'on revendiquera bientôt comme un droit de l'homme augmenté, le droit de vivre jusqu'à 120 ans, c'est, je crois, le fait d'ériger la vie en valeur suprême. Et pour moi, la question qui se pose, et qui est la question oubliée de cette crise, et l'angle mort à mon avis, c'est justement de savoir dans quelle mesure on est vraiment prêt à assumer le risque d'une réduction de l'homme à la vie nue, comme dirait Walter Benjamin, et de l'élévation de la vie au sens biologique au rang de valeur suprême. Ça me paraît... Pour faire clair, parce que vous êtes très intello, donc je vais essayer de... Pour faire clair, c'est de dire que maintenant, plus rien ne coûte que vivre. On doit vivre absolument. On doit vivre d'une façon égoïste, on doit vivre d'une façon indépendante, on doit exister. Non, c'est plutôt ce que je veux dire, c'est que la vie biologique est la valeur suprême. On le voit bien dans cette crise. L'argument sanitaire a prévalu d'emblée, de façon massive, exclusive, sans discussion aucune. La question ne s'est même pas posée. Et je voudrais pointer trois choses dans ce comportement qui revient, me semble-t-il, à s'enfermer au fond dans une vision qui nous piège, je crois, depuis le début, purement sanitaire et hygiéniste de la vie. D'abord, c'est le comble du reniement. Il ne faut pas oublier qu'on appartient à un monde, une civilisation qui s'est justement bâtie sur l'idée que le bios ne résumait pas le tout de l'existence humaine, c'est-à-dire que la vie est l'alpha, mais qu'elle n'est pas l'oméga. Pour le dire d'une manière très simple, si la vie était la valeur suprême, on n'aurait eu ni appel du 18 juin, ni résistants pendant la guerre, ni dissidents sous le communisme, ni Dr Lee à Wuhan pour nous alerter sur la pandémie, ni d'ailleurs médecins démunis ce printemps pour nous sauver la vie. La vie est l'alpha, elle n'est pas l'oméga, et ça me paraît capital, on l'a oublié. Deuxièmement, c'est le comble de la désinvolture, puisqu'on se comporte comme si on n'avait aucun compte à rendre, ni à ceux qui nous ont précédés, qui se sont battus plus souvent qu'à leur tour en France, notamment sur des barricades, pour arracher la liberté au prix du sang, et voilà que nous, on se barricade comme des pleutres face à l'offensive d'un virus au risque de briser un monde qu'on n'est pas sûr de réparer et de priver nos enfants de leur héritage. Je suis d'accord. Oui. Un dernier point. Un dernier point, je crois que c'est aussi le comble de la bêtise, parce que nous réfléchissons sur la mort dans cette émission, mais réfléchir sur la mort, c'est aussi se demander ce qu'est un homme vivant, véritablement vivant, un homme debout. Et un homme vivant, c'est justement
et ça notre époque ne le comprend plus du tout, un homme capable de se demander pourquoi, pour quel bien commun supérieur, il serait éventuellement prêt à prendre quelques risques, à engager un peu sa sacro-sainte santé, oui. de façon, par exemple, le plus précieux à voilà, l'engager. Oui. c'est tout ce qui nous reste. Robert, mais de façon, encore une fois, juste pour finir, puisqu'on parle de combat, on nous parle de guerre, de façon à ce qu'un virus ne saccage pas tout sur son passage. Oui, si on n'est pas prêt à prendre un risque, Robert, on ne peut pas vous avez vu, vous vous souvenez de ce film Highlander où Christophe Lambert devenait éternel, enfin était un éternel et vivait en fait dans une tristesse terrible parce que justement cette éternité faisait qu'il perdait tous ceux qu'il aimait et que plus il avançait, plus il connaissait la solitude et le désarroi. Est-ce que c'est ça qu'on cherche? Est-ce que l'humain recherche ça? Heureusement que la pilule d'immortalité n'existe pas et n'existera jamais, parce que imaginez-vous, tout ce à quoi nous tenons disparaîtrait. Nous n'aurions ni enfants, ni petits-enfants, ni parents. C'est ça, l'éternité. L'éternité, c'est le retournement, un désir de se retourner contre la vie et finalement de la supprimer. Alors, il me semble également que l'on va sacrifier avec un pareil culte de la vie, et elle a bien fait, Alexandra, de reprendre les exemples de la résistance, etc. Avec la vie comme alpha et oméga, c'est la liberté. L'on est prêt, et c'est en train de commencer dans l'actuelle crise, l'on est prêt à sacrifier toutes les libertés, même une liberté aussi première, évidente, quasi biologique, de respirer dehors. Pourquoi on nous dit, mais pour respirer, il vous faut une attestation. Donc, on est prêt à sacrifier toutes les libertés au nom d'un concept complètement abstrait, complètement vide de la vie. Ce qui est arrivé alors, c'est que ce concept de vie a absorbé, a englouti de vie devenue valeur suprême, a englouti toutes les autres valeurs. Vous vous rendez compte ce que vous me dites toutes les deux? C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire à tous là que tout ce qu'on nous a imposé depuis le premier confinement, depuis l'apparition de la Covid, Robert, tout ce qu'on nous a imposé, ça a été des mauvaises décisions. C'est-à-dire que... Tout à fait. Oui. Pas tout à fait. Il s'agit d'un regard philosophique en prenant du recul sur ce qui se passe et en ayant de la lucidité, parce qu'il y a quand même, nous avons basculé dans un autre monde où les libertés ont été fortement réduites, où l'économie est sacrifiée, où l'on nous dit mais vous devez sacrifier votre existence au profit, vous devez sacrifier la vie dans sa vitalité au profit des plus anciens pour qu'ils ne meurent pas. C'est quand même quelque chose de complètement nouveau. Et sans dire qu'il ne faut pas faire attention, qu'il ne faut pas sans dire que, sans faire du négationnisme par rapport à cette épidémie, nous sommes contraints d'avoir du recul, de la lucidité et d'analyser, soit un philosophe, soit un sociologue, soit un politologue, ce qui se passe sous nos yeux, dont on peut dire que c'est une expérimentation utopique, que c'est une expérimentation sociale, qu'on est en train d'expérimenter une autre forme politique et peut-être même une autre forme d'humanité dégradée par rapport à ce que nous avons connu. Donc tout cela, il faut bien le voir et il faut bien l'analyser, il faut bien en parler. Pour ressentir quelque chose, Alexandra? Oui, non, je ne dirais pas qu'on s'est trompé et qu'on a tout fait mal. Je pense au contraire que mobiliser de gigantesques moyens pour lutter contre le mal fait tout l'honneur des sociétés modernes, bien sûr. Mais la question... Attendez, non, je suis d'accord. La question clé... Non, juste un truc, Alexandra. Moi, je vois une chose, simplement. Je vois que... il y a toute une population qui est poussée vers, je lis et je m'informe, vers la dépression, vers l'angoisse, vers la solitude, vers un futur comme ça qui fait trembler. Parce qu'en fait, on a voulu protéger. Je vous rappelle que la grippe espagnole a tué dans les années 50 à peu près proportionnellement plus de personnes que la Covid aujourd'hui et que pratiquement on n'en a pas parlé. Ce dogme de la vie valeur suprême, c'est un dogme relativement nouveau.
depuis, disons, 4 décennies, dans ce que Luc Ferry appelle un nouvel humanisme, tel que jamais dans l'histoire nous n'avions accordé un tel prix à la vie humaine, comme en témoigne par exemple le triomphe de l'humanitaire ou les prodigieux progrès de la médecine. Mais donc c'est aussi le produit d'une évolution, mais on a vu à la faveur du Covid-19 qu'on assiste aussi à une radicalisation. Jusqu'à présent, une radicalisation au sens où jamais on n'avait à ce point réduit la vie humaine au cercle vital. Voyez la fermeture des librairies. Le livre déclaré... C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, oui, la vie humaine, c'est vivre, mais pas vivre... dans ce qu'on appelle la vie joyeuse au quotidien, c'est-à-dire lire, aimer, sortir dans la rue, respirer, mais vivre uniquement, avoir un cœur qui bat, des artères qui fonctionnent et des yeux qui voient. C'est devenu ça, la vie humaine ? C'est un peu l'impression qu'on a. C'est-à-dire que, je voulais évoquer la fermeture des librairies parce que c'est un bon exemple très concret. Voilà le livre devenu inessentiel. C'est-à-dire que la vie de l'esprit, au sens de Hannah Arendt, pas au sens religieux, ne fait donc plus partie de la conception officielle qu'on se donne en 2020 de la vie humaine. On s'en doutait déjà un peu, mais maintenant c'est officiel. On avait le droit d'acheter un râteau et de bricoler et de cultiver son jardin, mais cultiver son esprit, on n'a pas le droit. Et je crois que c'est très grave, parce qu'au fond, qu'est-ce que la culture ? La culture, c'est une forme d'action que la vie exerce sur elle-même pour se hisser vers des formes plus hautes et plus nobles d'accomplissement de soi. Et cette figure-là de la vie, elle échappe totalement à nos technocrates. Ils ne la connaissent pas, ils ne la connaîtront jamais, ils ne savent pas ce que c'est que la vie intérieure. Pour eux, la vie, c'est le sanitaire. Et là, on a une réduction assez terrifiante. Oui, Robert, la vie, donc le sanitaire uniquement, plus les pulsions du cœur au sens romantique, plus le plaisir de vivre, de sortir, de rire, de courir, même en prenant des risques, le risque de mourir en attrapant la Covid, si on doit l'attraper. Mais ce fanatisme nouveau de la vie, c'est aussi un fanatisme du présent, de l'instant présent. Et là, je continue ce que vient de dire Alexandra. La culture, c'est ce qu'elle a dit, mais c'est aussi revenir dans le passé pour juger le présent. La lecture, c'est ça. Vous pouvez lire Bossuet, Voltaire pour juger le présent depuis le passé. La culture, c'est finalement le passé qui nous surplombe et c'est ce que la lecture nous offre. En même temps, c'est ce que le fait de mettre la lecture dans l'essentiel, de fermer les librairies, c'est finalement ce que les technocrates qui nous dirigent, j'ai envie de dire, pas les technocrates, les directeurs, voilà. Nous avons, quand on voit Castex ou le président de la République, on dit, mais ce n'est pas des politiques au sens le plus haut, c'est le directoire, une forme J'ai une amie, des directeurs qui reviennent. Robert, j'ai une amie, Alexandra Fechner, que j'aime beaucoup, qui m'a dit qu'il y a des enfants, et qui m'a dit on a l'impression d'être dirigé par des gens qui ne savent pas ce que c'est que d'avoir des enfants, et qui ne pensent pas qu'on puisse se sacrifier pour ces gosses. Est-ce que vous avez ce sentiment un peu, ce qui est la position d'ailleurs de notre président de la République ? Mais oui, c'est tout à fait lié au fanatisme du présent dont on a parlé. Oui, anthropologiquement, les générations les plus anciennes, finalement, se sacrifient, parce que c'est le courant de la vie, se sacrifient pour les générations suivantes, les générations qui arrivent. Nous avons tous connu une époque où l'on disait, mais les parents se taillent se saignent les 4 veines oui. Pour les enfants. Alors on pourrait dire, oui, mais la guerre, on envoie des gens de 20 ans se faire tuer. C'est assez différent. On ne sacrifie pas les gens de 20 ans à soi, à sa survie à soi. C'est la question de la nation, c'est-à-dire de la survie d'une entité politique qui est en jeu dans la guerre. Donc ce n'est pas une objection à ce que je suis en train de vous dire. En effet, anthropologiquement, les générations qui s'en vont se sacrifient pour celles qui arrivent. Et c'est le cours naturel de la vie. Mais est-ce qu'on n'a pas... de la vie. Et cela, à cause, très lié au fanatisme du présent et à une idée abstraite de la vie, nous sommes en train de le renverser. Merci Robert, merci beaucoup. Je vais vous laisser chez vous maintenant,
parce que je vais avoir d'autres invités. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir. J'espère qu'on se retrouvera en face à face quand justement la Covid nous le permettra et que vous pourrez venir jusqu'à nous. À très bientôt. Alexandra. Oui, Alexandra. je voulais rebondir sur ce que disait Attendez, Robert. juste avant, je voudrais qu'on réponde à ma question. Oui. Est-ce que le fait d'avoir un président, et pardon, ça n'est pas un acte d'indécence vis-à-vis du président Macron, d'avoir un président qui n'a pas d'enfant, est-ce que sur une politique générale sur un pays, de votre point de vue, ça peut influer? Oh, écoutez, je ne sais pas. J'en sais rien. Moi, j'ai une réponse. Je sais pas. Je suis moi très frappée par le fait que les gens qui nous gouvernent n'ont plus l'air d'être de ce monde. Quand on entend hier, enfin voilà, c'est la réduction au tube de l'humain, au tube digestif dont on parlait tout à l'heure. Castex encore hier soir, qui se glorifie de toutes les aides apportées à tout le monde. Bon, je passe sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont aucune aide, et notamment les auteurs, les écrivains, qui crèvent de faim depuis mars dernier. On en parle jamais, c'est intéressant. Bon, mais c'est fou parce qu'on dit aux gens, on va vous aider, vous inquiétez pas, vous pourrez vous remplir le ventre, et puis. Mais on va pas vous donner à lire. Voilà. De quoi s'agit-il ? Votre vie va être abstraite. Vous allez continuer à respirer. Le sens de votre vie, le sens, s'effondre, mais vous inquiétez pas, vous allez survivre. Mais enfin, c'est pas ça, être un homme. Alors justement, et ce dont on parle, quand ils nous disent l'économie, on a l'impression qu'ils parlent du profit et des gros sous. Je suis d'accord. Justement, Alexandra, on va recevoir